Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce webinaire donc sur l'éco-anxiété. Je suis Tiffaine Gagné, je suis directrice du conseil chez World Place to Work France et je suis accompagnée de Sophie, si tu veux te Bonjour. présenter. Bonjour à tous, Sophie Lippmann, je suis associée au sein du cabinet Littler France, qui est un cabinet qui ne fait que du droit du travail, voilà, expertise droit du travail côté employeur. Et je suis ravie d'animer ce webinaire avec Tiffaine ce matin. Absolument. Et donc avec un sujet très particulier aujourd'hui, donc sur l'éco-anxiété, la RSE et l'entreprise. Alors, donc, au sommaire d'aujourd'hui, donc nous allons parler éco-anxiété en entreprise en vous partageant un certain nombre de chiffres de nos études, mais pas que, d'une étude aussi qui va sortir bientôt, qui a été mise en place et réalisée par Moodwork, donc un de nos partenaires. Ensuite, nous allons échanger sur la responsabilité des entreprises face à ce phénomène, et enfin vous partager quelques bonnes pratiques pour y répondre. Sachant que si vous avez des questions tout au long de la présentation, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc nous prendrons le temps de les parcourir et d'y répondre, soit en fonction de leur objet, soit pendant, soit à la fin du webinaire. D'ailleurs, pour vous donner un élément de contexte, avant de rentrer dans l'éco-anxiété, sachez que c'est un webinaire donc, qui vous est proposé par World Place to Work et Littler, donc dans le cadre d'un partenariat entre nos deux structures qui date de plusieurs années maintenant, qui nous permet justement de vous proposer sur ces sujets un double regard, le regard management qui est le nôtre et le regard plutôt lié au droit qui est du côté Littler. Alors, sur l'éco-anxiété en entreprise, un phénomène émergent. Donc, quelques données à vous partager en premier lieu. Donc, la première donnée, c'est celle-ci. 80% des Français se déclaraient inquiets face au changement climatique en 2023, selon le rapport annuel donc, du Conseil économique, social et environnemental. Donc, ce qui est un chiffre quand même qui est assez important. Après, parle-t-on véritablement d'éco-anxiété à ce stade ? Eh bien, pour le savoir, donc nous vous proposons ces nouveaux chiffres qui sont vraiment tout frais, réalisés donc par Moodwork via une étude qui date donc de juin 2025 auprès de 1026 salariés français qui parle spécifiquement d'éco-anxiété, donc pas seulement d'une inquiétude latente. Selon cette étude, donc 10,3% des salariés interrogés seraient à risque élevé d'éco-anxiété. Donc, on n'est plus à 80%. Là, on a vraiment réduit la voilure parce qu'en fait, c'est vraiment basé sur les différents critères de l'éco-anxiété que nous allons voir ensemble dans quelques secondes. 17% des managers seraient à risque élevé d'éco-anxiété contre 7% des non-managers. Ça, c'est quand même une donnée que l'on vous partage et que l'on trouve assez intéressante de se rendre compte que, justement, le fait d'être dans un positionnement de management pourrait jouer sur ces sujets-là. Est-ce que c'est parce qu'on est plus au courant donc des process de l'entreprise qui seraient qui mettrait en difficulté la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Enfin, en tout cas, le fait d'être manager, a priori, joue sur son éco-anxiété. Autre chose que nous découvrons sur cette étude Moodwork, c'est que les femmes ont un niveau d'éco-anxiété plus important que les hommes, donc supérieur de 12% en moyenne. Donc là aussi, assez intéressant. Donc, pour l'instant, il est encore un petit peu tôt pour savoir pourquoi, mais on vous recommande de vous inscrire donc, au webinaire de Moodwork qui reviendra plus en détail sur ces chiffres. Autre constat de cette étude, les plus jeunes ressentent un plus fort niveau d'éco-anxiété que les plus âgés. Donc 16% des moins de 25 ans ne ressentent aucune éco-anxiété contre 26% des plus de 50 ans. Mais on a vraiment toutes les tranches d'âge qui sont représentées dans le groupe des éco-anxieux. Donc, une fois qu'on a partagé ces différents chiffres, l'éco-anxiété, de quoi parle-t-on? Donc, l'éco-anxiété, c'est un trouble émotionnel lié aux enjeux environnementaux, défini comme une anxiété d'anticipation face au changement climatique et à ses impacts. Donc, est-ce que c'est un concept nouveau? Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est un concept qui existe depuis près de 30 ans, mais il connaît une médiatisation croissante à partir de 2022. Notamment, vous voyez à droite de la slide, cette étude qui a été publiée par The Lancet en 2021
donc qui révèle que 59% des jeunes âgés de 16 à 25 ans se disent très ou extrêmement inquiets des effets du changement climatique. Plus de la moitié pensent que l'humanité est condamnée et 45% estiment que cette inquiétude affecte négativement leur vie quotidienne. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est effectivement en croissance. Et c'est un trouble aux multiples manifestations. Première typologie de trouble, c'est ce qu'on appelle les symptômes cognitifs. Donc, c'est les ruminations. On a des pensées obsessionnelles sur l'état de la planète. Il y a des difficultés à arrêter de penser aux catastrophes climatiques et une sensibilité accrue aux décisions et aux gestes perçus comme nuisibles à l'environnement. Voilà, ne serait-ce que voilà, quand vous voyez quelqu'un jeter une cigarette sur le trottoir. Mais aussi, bien sûr, en entreprise, lorsque vous travaillez. Vous avez d'autres types de symptômes, notamment les symptômes affectifs. Peur, inquiétude, vous avez des stress face à des gestes quotidiens, une angoisse liée aux pratiques trompeuses comme le greenwashing, besoin de gérer ses émotions pour ne pas les projeter sur les autres. Vous avez également des symptômes comportementaux. Vous avez des insomnies, des réveils nocturnes liés à l'anxiété écologique, un sentiment de décalage avec les collègues, un isolement social et des conflits liés aux convictions écologiques. Et enfin, des symptômes connatifs, donc l'impression de ne pas assez faire pour l'environnement, une culpabilité liée à l'impact de son travail et une remise en question du sens et de l'utilité de son métier. Donc, vous voyez que les troubles sont quand même assez larges. Et donc, ce qui fait que quand on parle d'éco-anxiété, on va beaucoup plus loin qu'une simple, entre guillemets, inquiétude. Et donc, c'est un véritable enjeu pour les entreprises, même si nous avons vu ensemble qu'on est aux alentours de 10% de salariés concernés selon cette étude Moodwork. C'est un chiffre qui est à prendre en considération, mais au-delà de ça, qui pourrait être amené à augmenter d'année en année. Et donc, cela a un impact sur l'entreprise à 3 niveaux. Premier niveau, eh bien, l'atteinte sur la marque employeur. Une entreprise donc, qui est perçue comme peu engagée sur les enjeux environnementaux risque de voir son attractivité diminuer. Donc ça, c'est une étude Ipsos de 2023 et aussi l'étude pour un réveil écologique que vous avez sans doute entendu parler. Les jeunes talents aussi peuvent refuser de rejoindre ou de rester dans les entreprises dont les pratiques ne sont pas alignées avec leurs valeurs. Et donc, ils vont être aussi plus attentifs au potentiel greenwashing. Autre grand enjeu pour les entreprises, ce sont les risques psychosociaux environnementaux. L'éco-anxiété peut se traduire par du stress, troubles de sommeil comme on l'a vu, baisse de productivité, sentiment d'impuissance qui risquent d'augmenter les risques psychosociaux. Et enfin, dernier point, eh bien, c'est le désengagement, la crise de sens. Donc ça peut entraîner une baisse de motivation, une remise en question du sens de son travail, comme on l'a vu, et donc favoriser des phénomènes comme la grande démission, la désertion, voilà, comme on a pu en entendre parler il y a quelque temps. Et donc, c'est des exemples qui sont en fait extrêmement concrets et qui sont déjà présents. Notamment, ici, vous avez 3 exemples que l'on vous partage de démission ou de non-prise de poste pour non-alignement avec les valeurs écologiques. Notamment, nous avons Anthony Viau, donc, qui était pilote de l'air chez Air France. Donc, après plus de 20 ans de carrière, il démissionne début 2025, miné par l'éco-anxiété et convaincu que le transport aérien ne se décarbonera pas assez vite. Et donc, il choisit de se réaligner avec sa boussole intérieure plutôt que de poursuivre un métier qu'il juge incompatible avec ses valeurs environnementales. Martin Fourcade, que a priori nous connaissons quasiment tous, qui est athlète et qui a été pressenti pour présider le comité des JO d'hiver 2030. Et il renonce en février 2025 en raison de désaccords sur la gouvernance et l'impact écologique de l'événement. Enfin, nous avons donc Véronique, qui est professionnelle des ressources humaines, qui a accepté un poste bien rémunéré à 35 km de chez elle, et elle réalise que ses trajets quotidiens, donc 70 km aller-retour, nuisent à sa qualité de vie et génèrent une forte empreinte carbone, et donc elle démissionne pour un emploi plus proche, aligné avec ses convictions écologiques et son équilibre personnel. Donc on vous laissera découvrir ces différents cas en détail si cela vous intéresse, mais c'était l'idée de vous montrer que ça a déjà lieu. Autre donnée clé aussi pour nourrir notre échange aujourd'hui, cette fois-ci basée sur l'enquête menée par Great Place to Work, donc auprès d'un échantillon représentatif de salariés français. 65% des collaborateurs qui jugent que leur travail impacte négativement leur santé mentale déclarent également que leur entreprise ne les associe pas
aux actions RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, on ne peut pas encore à ce stade être certain de la corrélation, mais tout de même, sur la partie éco-anxiété, le fait d'associer au maximum aux actions RSE de l'entreprise ne peut que peut-être rendre un petit peu de sérénité aux personnes éco-anxieuses. Et notamment, nous avons un certain nombre de facteurs qui contribuent à cette anxiété. Tout d'abord, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, les collaborateurs ressentent un tiraillement entre leurs valeurs et la réalité des pratiques de l'entreprise. Donc, notamment sur une exploitation des ressources plutôt court-termiste. La sensation aussi de non-maîtrise, et ça c'est très important, c'est l'étendue des actions à déployer pour une transition écologique efficace. Cela semble considérable, infaisable, et en fait, quand on n'est pas associé aux décisions, eh bien, on a l'impression d'être dans une non-maîtrise. Aussi, un clivage générationnel entre les plus jeunes et peut-être les plus anciens, ou en tout cas la culture des organisations telle qu'elle existe aujourd'hui, et une déperdition de l'information, c'est-à-dire face à l'abondance d'informations externes entre les rapports du GIEC, les réseaux sociaux, les médias, etc., eh bien, cela peut saturer les collaborateurs, accentuer leur anxiété. Une fois que l'on s'est dit tout ça, eh bien, que peut l'entreprise face à cela? Donc, Sophie, je t'en prie, je te laisse expliquer. Merci Tiffaine. Alors effectivement, l'éco-anxiété, c'est un sujet qui nous interpelle parce qu'il est quand même relativement nouveau, même si le terme ne l'est pas pour le coup. Les exemples qu'on a donnés, que tu as donnés tout à l'heure, ce sont des exemples qui sont relativement nouveaux, qui voient le jour récemment. Et les exemples qu'on a donnés, c'est des exemples d'initiatives individuelles. C'est des salariés qui, pris isolément, ont décidé soit de quitter leur fonction, soit de ne pas prendre leur poste en considération de cette éco-anxiété en lien avec l'activité professionnelle qu'ils occupaient ou qu'on leur proposait d'occuper. La question qui nous intéresse ici dans cette partie, c'est plutôt côté employeur. Est-ce que le Code du travail, est-ce que la législation prévoit un cadre qui englobe cette éco-anxiété qui permet d'y répondre? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut dézoomer un petit peu et rappeler quels sont les principes généraux en matière de santé mentale d'une part et d'écologie, puisqu'on comprend bien que l'éco-anxiété se situerait entre l'un et l'autre, en fait. Ce serait un mix de ces deux sujets. En matière de santé mentale, eh bien, l'employeur a une obligation, puisqu'on a toute une partie du code sur la 4e partie du code qui porte précisément sur la prévention par l'employeur, son obligation de prévention des risques sur la santé aussi bien physique que mentale. Donc la question de la santé mentale, vous le savez, elle a déjà une importance en droit du travail, c'est déjà une thématique qui existe. Et cette obligation de prévention en matière de santé mentale, c'est ce qui donne la naissance à tout le pan de prévention sur les risques psychosociaux. Qu'on connaît les principaux, ceux qu'on traite le plus, c'est des risques par exemple de harcèlement moral en particulier et le syndrome d'épuisement professionnel qui est de plus en plus connu et reconnu par les législations de sécurité sociale, on en parlera plus tard, le burn-out, éventuellement un petit peu par exemple le bore-out, même si on en a un petit peu moins des cas de salariés qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment actifs et que ça affecte leur santé mentale. Bon, en tout cas, on sait que les risques psychosociaux sont reconnus et que l'employeur a une obligation de les prévenir. Ça, c'est pour le côté santé mentale. Donc l'éco-anxiété, on voit bien que ça pourrait entrer assez directement dans le giron de ces risques psychosociaux. De l'autre côté, on a la question de l'écologie de façon plus générale dans le Code du travail, en matière de droit du travail. Et là, on voit que depuis quelques années, de plus en plus, ce thème de l'écologie pénètre cette sphère travailliste. Surtout depuis la loi Climat et Résilience, dont vous avez tous entendu parler en 2021, puisque cette loi a mis en place un certain nombre de normes qui sont plus ou moins appliquées, il faut être honnête, par les entreprises. Pour citer quelques exemples des apports en matière d'écologie, on a l'enrichissement de la BDES qui est devenue une BDES-E pour justement rajouter des indicateurs dans cette base de données, des indicateurs qui portent sur l'activité environnementale, l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. On a aussi eu un verdissement du CSE, c'est-à-dire que les prérogatives du CSE se sont élargies
pour englober des sujets en matière d'environnement, en particulier en matière d'obligation d'information, consultation sur tout projet qui a trait à la marche générale de l'entreprise, donc c'est quand même très large. On a maintenant dans le code une obligation de s'interroger, de consulter le CSE sur l'impact écologique de nos projets, ce qui pose souvent des difficultés. C'est pas forcément facile de déterminer quel est cet impact, mais en tout cas c'est assez important pour être souligné, le fait que cet impact environnemental fasse maintenant partie de l'infoconsulte du CSE. On a aussi une consultation récurrente sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et puis après, il y a des possibilités. Par exemple, on a des CSE qui peuvent maintenant mettre en place une commission environnementale pour participer plus directement à voilà, l'établissement d'une politique environnementale de l'entreprise qui soit plus vertueuse, même si ça reste facultatif. Et c'est vrai que c'est assez peu mis en place pour ce qu'on peut en voir de notre côté pour l'instant. Il y a aussi un impact, un rôle des délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 300 salariés. La négociation GPEC, GEPPM intègre maintenant la nécessité de répondre aux enjeux de la transition écologique, puisque cette éco-anxiété, on en a entendu la définition tout à l'heure, elle peut recouvrir un certain nombre de postes d'anxiété, et notamment le fait de ne plus être adapté aux évolutions de l'entreprise en lien avec le changement climatique, par exemple. Et donc, on a cette éco-anxiété qui se situerait à la frange entre ces deux sujets, entre la santé mentale et l'écologie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, ce terme d'éco-anxiété n'existe pas. Il n'existe pas non plus dans le Code de la sécurité sociale, qui régit les maladies professionnelles. On n'a pas de jurisprudence du tout de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ni à notre connaissance de juridiction du fond qui reconnaîtrait l'existence de cette éco-anxiété. Et sur les conventions collectives de branche, c'est la même chose. Pour l'instant, on a un silence assez complet. Donc, en synthèse, on entend que ce terme prend de l'ampleur et commence à exister de façon un petit peu plus réelle pour les salariés, mais aujourd'hui, le socle législatif et jurisprudentiel n'est pas du tout à jour ou au fait de cette question-là. Une fois qu'on s'est dit ça, certes, il y a un silence actuel, mais il faut quand même regarder si, dans ce qui existe déjà dans le Code du travail en particulier, il n'y a pas des dispositifs qui permettraient aux salariés d'alerter sur une situation qu'ils estimeraient préoccupante et qui leur générerait cette éco-anxiété. Si on regarde les 3 dispositifs d'alerte qui existent et qui pourraient éventuellement, sur lesquels on peut s'interroger, qui pourraient éventuellement être mobilisés, eh bien, aucun des 3 ne répond vraiment exactement à mon avis, à cette exigence, aux conditions nécessaires pour que l'éco-anxiété soit englobée par ces dispositifs. Si on prend le premier, le mécanisme du lanceur d'alerte, il est assez connu pour le coup. Le problème du lanceur d'alerte, est-ce qu'un salarié pourrait être, un salarié éco-anxieux pourrait être considéré comme un lanceur d'alerte? Bien, vous voyez la définition, il faudrait que ce salarié signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe, pas de problème, et de bonne foi, pourquoi pas, des informations qui portent sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Là, pour le coup, si c'est une activité indirecte de la société qui est visée, donc je ne parle pas bien sûr de sociétés qui, par exemple, seraient des sociétés polluantes avec une activité directement délictuelle, où là, on pourrait rentrer dans la définition, mais si c'est un salarié qui s'inquiète plus généralement, par exemple, on prenait l'exemple de ce pilote plus haut, un pilote de ligne qui décide de démissionner parce qu'il a peur de l'empreinte carbone générée par l'activité de son employeur, là, il ne pourrait pas considérer qu'il y a un préjudice pour l'intérêt général du fait de l'activité de son employeur. Donc le lanceur d'alerte, à mon avis, c'est un dispositif qui n'a pas bien marché pour l'instant pour l'éco-anxiété. Après, on en a 2 autres qui sont l'alerte en matière de santé publique et d'environnement, puisque un salarié peut alerter son employeur s'il estime qu'il y a des produits ou des procédés de fabrication qui sont utilisés ou mis en œuvre qui font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Donc là, on est un petit peu plus content, on s'en rapproche un petit peu plus, puisqu'on nous parle bien d'un risque grave sur la santé, certes, ou l'environnement. Le problème, c'est que pour ce dispositif d'alerte, pour que le régime soit applicable, il faut lier cette alerte à des produits ou des procédés de fabrication.
Ça pourrait éventuellement fonctionner, mais à mon sens et pour l'instant, cet article, il est utilisé uniquement dans des cas où, c'est l'activité directe de l'entreprise qui, produit, des conséquences environnementales et donc pas aussi éloigné que, par exemple, le cas de ce pilote, si on en revient à ce cas-là, et de l'empreinte carbone de son employeur. Et le dernier, c'est la question de l'alerte en cas de danger grave et imminent, puisque tout salarié peut alerter d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou toute défectuosité, mais ça c'est un autre sujet, et il peut se retirer d'une telle situation. Ici, les salariés éco-anxieux ne vont pas pouvoir prouver l'imminence du danger sur leur vie ou sur leur santé. C'est la raison pour laquelle on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs d'alerte qui existent dans le code, ces trois dont on vient de parler, sont plutôt inadaptés au sujet de l'éco-anxiété. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe aucun recours, aucune autre possibilité pour les salariés pour manifester, faire reconnaître leur éco-anxiété. On a d'autres angles à envisager et celui qui semble le plus approprié, c'est celui des risques psychosociaux dont on parlait un petit peu plus tôt, puisque, vous le savez, la maladie professionnelle, on a des maladies professionnelles, et on pourrait se demander si cette éco-anxiété pourrait pas être qualifiée de maladie professionnelle. Pour répondre à cette question, il faut faire un tout petit pas en arrière pour revenir sur les conditions pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue. Il y a 2 hypothèses. Soit la maladie qui est déclarée par le salarié, elle fait partie d'un tableau qui est annexé dans le code de la sécurité sociale. Et ce tableau va vous dire si vous estimez, si vous êtes diagnostiqué de l'une de ces maladies, à ce moment-là, votre maladie est considérée et présumée d'origine professionnelle. Par exemple, typiquement, l'exemple le plus simple, c'est des salariés qui sont exposés à de l'amiante, qui peuvent démontrer qu'ils ont été exposés à de l'amiante et qui développent, par exemple, des pathologies des poumons de type cancer. Malheureusement, c'est le plus fréquent. À ce moment-là, on est dans une maladie dite du tableau et à ce moment-là, il y a une présomption de caractère professionnel de la maladie. Quand la maladie dont souffre le salarié ne fait pas partie de ces tableaux, il y en a plusieurs, la maladie peut quand même être reconnue comme professionnelle, mais ça nécessite une enquête supplémentaire de la part de la CPAM avec le C2RLP, qui est un comité régional spécifique composé de médecins. Enfin, il n'y a pas de présomption du caractère professionnel de la maladie. Ce qui signifie que on peut avoir des reconnaissances de maladies hors tableau, mais il faut une incapacité permanente supérieure ou égale à 25% selon un médecin, et il faut prouver le lien causal entre l'activité professionnelle et la maladie dont souffre le salarié. Cette maladie professionnelle, elle est par exemple reconnue de plus en plus, pour le syndrome d'épuisement professionnel. C'est comme ça que le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out, peut être reconnu par la sécurité sociale comme une maladie professionnelle. Il y a toujours cette enquête approfondie puisque le burn-out ne fait pas partie des maladies du tableau. En fait, ces tableaux ne reprennent aucun trouble psychique, mental. C'est uniquement des maladies physiques qui sont inscrites dans le tableau. Donc, dès que vous êtes hors de ce tableau, vous avez cette enquête approfondie. Bon. L'éco-anxiété, on peut imaginer que ça soit qu'il y ait des demandes de salariés, comme en reconnaissance de maladies professionnelles, soit comme une pathologie unique, c'est-à-dire l'éco-anxiété en tant que telle serait une maladie professionnelle. Ça, je pense que la CPAM n'est pas encore prête pour l'accepter. Je pense que les salariés auraient du mal, les assurés auraient du mal à prouver vraiment le lien entre l'activité et la maladie, à supposer déjà qu'ils soient considérés comme incapables de façon permanente à au moins 25%. Mais je pense que ce lien causal serait difficile à établir, surtout quand la maladie dont on parle, cette éco-anxiété, n'est pas liée à l'activité directe de l'entreprise, mais est liée de façon un petit peu plus indirecte, quoi. Exemple, l'empreinte carbone pour un pilote. Je pense que ça serait aujourd'hui assez difficile de faire reconnaître cette éco-anxiété comme une maladie professionnelle à part entière. En revanche, je pense que cette éco-anxiété peut faire partie d'un tableau plus général de burn-out, c'est-à-dire que dans les symptômes que l'assuré et le salarié développerait et exposerait d'abord devant un médecin, puis devant la CPAM et ce comité spécifique dont je vous parlais, il pourrait y avoir l'un des symptômes
pourrait être cette éco-anxiété. C'est-à-dire en plus de tous les autres symptômes de burn-out qu'on connaît et qui sont déjà assez bien répertoriés, je pense que cette éco-anxiété peut être un nouvel aspect du burn-out et participer à sa reconnaissance. Et après, il y a un dernier angle éventuel qu'on pourrait exploiter, enfin dont on peut discuter puisque les termes sont assez similaires, c'est le préjudice d'anxiété. Parce que quand on parle d'éco-anxiété, évidemment, il y a ce terme d'anxiété qui nous rappelle un autre concept qui est celui du préjudice d'anxiété. Le préjudice d'anxiété, c'est un préjudice qui existe déjà, qui est déjà reconnu par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Donc, on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'éco-anxiété pourrait être un nouveau type de préjudice d'anxiété. À mon sens, la réponse serait non, puisque la définition du préjudice d'anxiété, qui est une définition jurisprudentielle uniquement, nécessite, pour que ce préjudice soit reconnu et donc indemnisé, la réunion de 3 conditions qui sont les suivantes. Il faut en premier lieu avoir été exposé à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice caractérisé par des troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Typiquement, le préjudice d'anxiété, il est né avec l'amiante et il a ensuite été étendu à un certain nombre d'autres cas qui sont liés ou non d'ailleurs au lieu de travail. Et là, je pense qu'on voit assez vite ce qui pourrait manquer comme condition. C'est la première condition, l'exposition à une substance toxique ou nocive. Là, pour le coup, c'est sûr que comme l'éco-anxiété, c'est souvent multifactoriel et avec un lien causal qui est plus ou moins direct et souvent très indirect avec l'activité même de l'entreprise, il me semble que ce serait difficile aujourd'hui de faire reconnaître que l'éco-anxiété est un nouveau type de préjudice d'anxiété. Donc si on fait la synthèse de tout ceci, ce que l'on peut retenir, c'est que le Code du travail contient toute une série de normes qui sont très claires et assez protectrices pour les salariés en ce qui concerne l'activité directe des entreprises. Donc typiquement, votre entreprise est polluante, là vous allez avoir toute une série de normes qui va vous permettre en tant que salarié de vous protéger, d'alerter. En revanche, sur l'éco-anxiété, la législation n'a pas encore pris ce pli-là du tout. Et si cette éco-anxiété devait être reconnue aujourd'hui, à mon sens, ce serait plutôt par le biais du burn-out, comme un symptôme de plus du burn-out et reconnaissance de maladie professionnelle. Entendu. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces précisions. Mais ce qui fait que souvent, quand on échange entre Great Place to Work et Littler, on se rend compte que même si le droit n'est pas encore, disons, à l'attendu de ce que l'on peut observer, eh bien, en fait, il y a toutefois des choses que l'on peut quand même mettre en place en étant mieux disant. Côté employeur, malgré tout, notamment en travaillant sur la gouvernance et la cohérence des pratiques. Notamment quand on parle de clarifier la gouvernance et les responsabilités, ça peut être de définir les rôles et les responsabilités liés à la transition environnementale au sein de votre entreprise, pour chaque niveau ou métier de l'organisation. Ça peut être aussi de mettre en place des instances de décision claires et identifiées, et assurer la coordination entre ces différents acteurs. Donc l'objectif étant de rassurer sur la prise en main du sujet, mais aussi de bien clarifier les informations, qui prend les décisions, etc. Naturellement, d'assurer la cohérence entre discours et pratique, veiller à l'alignement entre ce qu'on affiche et les actions concrètes menées sur le terrain, de communiquer aussi de façon transparente sur les objectifs, les avancées, les difficultés rencontrées, d'avoir un système de veille sur les bonnes pratiques, de permettre l'alerte des cas d'incohérence ou de questionnement et d'intégrer des éco-gestes au règlement intérieur. Sur l'accompagnement des équipes, eh bien, ça peut être aussi de prendre en compte les facteurs psychologiques liés à l'éco-anxiété et leur prise en charge, notamment en intégrant l'éco-anxiété dans les démarches de santé au travail. Donc, en reconnaissant cette éco-anxiété comme une forme légitime de mal-être au sein de votre entreprise, d'intégrer ce phénomène aux évaluations des risques psychosociaux, des baromètres internes, des dispositifs d'écoute managériale, et la prendre en compte dans votre document unique. Aussi également d'adapter les dispositions d'accompagnement psychologique, de former les managers à la prise en charge de l'anxiété liée au climat et de créer des espaces de parole dédiés pour prévenir les souffrances invisibles.
Il y a aussi le fait d'impliquer et de développer les compétences des collaborateurs sur ce sujet. Vous vous souvenez, on a parlé de non-maîtrise. Eh bien, en fait, c'est justement d'essayer d'éviter ce phénomène. Donc, en renforçant leur implication, donc grâce à des temps d'échange, des ateliers, des conférences pour mieux comprendre les enjeux écologiques, de valoriser aussi leur implication dans les initiatives environnementales, de favoriser leur autonomie, la prise d'initiative sur ces actions-là, et d'encourager la coopération et le soutien entre collègues sur ces sujets. Et c'est aussi de soutenir le développement des compétences en faveur des enjeux de la transition. Donc, pour leur donner les moyens aussi d'avoir ce sentiment de pouvoir agir. Donc, identifier, cartographier les compétences clés nécessaires à cette transition, d'organiser des ateliers pratiques, ça peut être des fresques du climat, mais on peut aller plus loin sur l'éco-conception de produits, si jamais vous êtes une entreprise qui concevait justement ce type de choses, de proposer des formations courtes, ciblées en lien avec les enjeux métiers, et d'encourager la formation des élus du CSE, comme le suggérait Sophie. Et nous avons quelques bonnes pratiques concrètes d'entreprises, d'organisations qui ont avancé sur ce sujet. Donc, en espérant que ça puisse vous inspirer et que l'on se dise que même si le droit n'est pas encore à l'attendu, qu'en fait, il y a énormément de choses que l'on peut déjà faire pour faire face à ce sujet. Notamment chez Harmonie Mutuelle, il y a vraiment un travail de reconnaissance et de prévention de l'éco-anxiété. En mettant en place des espaces de parole et de la formation. Ils intègrent aussi l'éco-anxiété dans les diagnostics RPS qu'ils mettent en place. Donc voilà, et des formations notamment avec des intervenants, avec des ateliers collaboratifs, des conférences. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de reconnaître ce phénomène d'éco-anxiété et d'offrir des espaces sécurisés pour en parler. Autre pratique que l'on souhaitait vous partager, donc de l'entreprise Mars, qui met en place, dans le cadre de séminaires semestriels pour les managers, des conférences externes, des exercices de coaching et de gestion des émotions, pour être sûr que les managers soient en capacité de gérer les émotions de leurs collaborateurs, mais surtout en fait de les rassurer, d'avoir toujours cet espace de parole sécurisant, naturellement sans devenir des psychologues. Ce n'est pas le but ici. Chez Yves Rocher, il y a eu la création d'un comité environnemental pour mobiliser les équipes autour de projets simples et atteignables, que ce soit le recyclage, le compostage, faire une friperie éphémère, des bornes électriques, etc., etc. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de redonner ce sentiment de contrôle et ça favorise la cohésion face à ce défi. Et ça transforme une émotion qui peut être paralysante en élan collectif. Chez Patagonia, donc ils vont encore un peu plus loin et ils proposent des congés rémunérés pour le bénévolat environnemental. Donc c'est un vrai programme qui permet de prendre jusqu'à 2 mois de congés rémunérés pour travailler bénévolement dans une organisation environnementale du choix du collaborateur, avec 100% de leur salaire et les avantages sociaux pendant cette période. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais extrêmement mieux-disant. Donc là, on n'en voit pas souvent des bonnes pratiques de ce type, mais qui vont jusqu'à permettre aux collaborateurs de passer à l'action. Chez SAP, il y a le déploiement de nouvelles instances de gouvernance sur ce sujet. Donc notamment un vrai travail sur les relais internes pour la transition écologique, avec un système de management environnemental qui est piloté par la CFO pour suivre la performance écologique, une équipe de champions de la durabilité volontaire qui agit comme relais locaux en facilitant la communication descendante de la stratégie et en faisant remonter les bonnes pratiques, et ensuite une communication environnement qui a été créée au sein du CSE pour proposer des actions concrètes et accélérer la transformation. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un mapping, une cartographie des instances de gouvernance pour être sûr d'avoir un impact et une visibilité des actions. Chez Michael Page, de la même manière, sur ces instances de gouvernance, a été développé ce qu'ils appellent un shadow board RSE, donc impliquant des collaborateurs volontaires dans la stratégie RSE du groupe. Les participants sont formés et informés des sujets, participent à l'idéation autour de cette stratégie et ont un rôle de sensibilisation des parties prenantes en interne. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous étiez familier
du concept de shadow codir, donc qui étaient les instances que l'on développait pour mettre des collaborateurs aussi dans une situation de prise de décision en parallèle du comité de direction officiel. Et bien là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est sur la RSE en particulier. Et nous avons cette organisation qui s'appelle les collectifs, qui favorise la coopération inter-entreprise. Donc c'est un véritable mouvement qui a été créé depuis 2021, qui accompagne la création de groupes de salariés mobilisés pour faire évoluer leur entreprise vers plus de durabilité. Donc en fait, c'est vraiment des collaborateurs volontaires de toute entreprise qui se retrouvent et qui échangent sur ces sujets. Et ce mouvement met en place et donc propose à ses salariés des formations, de la mise en réseau, des rencontres, un recueil de bonnes pratiques, la participation des événements phares pour qu'ils puissent échanger et revenir dans leur entreprise avec plein de bonnes idées. Naturellement, on pourrait encore vous partager encore plein de bonnes pratiques, mais vous retrouverez donc les différentes sources bibliographiques que nous avons utilisées pour ce webinaire, et notamment le lien vers le webinaire animé par Moodwork, donc qui reviendra sur ces résultats d'enquête plus en détail, entre autres choses, et je suis sûre qu'ils vous partageront aussi beaucoup de bonnes pratiques. Je regarde si nous avons des questions ou des réactions. N'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes pour y répondre, que ce soit effectivement sur la partie management ou la partie légale de l'éco-anxiété. Si vous voulez aussi nous partager les choses que vous faites chez vous, nous sommes très curieuses avec Sophie de voir ça. Donc n'hésitez pas, on regarde le chat avec grand intérêt. Nous, de notre côté, en attendant d'éventuelles questions ou commentaires, ce qu'on peut voir apparaître comme bonne pratique chez nos clients, chez un certain nombre d'entre eux, c'est d'inclure un volet écologique dans les accords d'intéressement pour ceux qui en mettent en place, puisque c'est complètement volontaire. Mais comme l'accord d'intéressement, on a plutôt les mains libres pour déterminer les critères, dans certaines mesures, les critères qui permettent de dégager cette enveloppe à répartir entre les salariés. Eh bien, on voit de plus en plus de clients qui incluent des critères en matière d'écologie. Voilà, par exemple, des sujets sur le volume de papier. Vous voyez, c'est tout bête, tout simple, mais à combien est-ce que les salariés utilisent du papier? Donc, plus ce quota baisse, plus des points sont acquis et permettent de dégager une enveloppe répartie. Voilà. Ça, c'est un levier facile aussi pour inclure et pour motiver, pour voir qu'on prend le sujet à cœur. Et nous avons donc une première contribution donc dans le chat de la part de Muriel, merci à vous, qui nous dit que dans son organisation va être mis en place un comité RSE avec la participation volontaire des collaborateurs. Ça, on ne peut qu'être pour. C'est effectivement une belle initiative qui pourrait leur permettre justement de gagner en visibilité sur ce qui est possible ou pas possible, et de travailler sur cette non-maîtrise qui joue un rôle très fort sur l'éco-anxiété. Et puis c'est intéressant de voir aussi que c'est un comité qui est composé de collaborateurs directement et qui passe pas par les instances habituellement en place, CSE, éventuellement délégués syndicaux quand il y en a. Ça aide aussi à ce sentiment d'action directe, de participation directe. Tout à fait. Est-ce que nous aurions d'autres partages de pratiques que vous souhaiteriez mettre en place ou dans vos organisations? Surtout, n'hésitez pas. Et je pense qu'on va surtout remettre bien le lien vers le webinaire de Moodwork, donc, qui aura lieu le 15 octobre. Donc, on vous le remet dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à vous y inscrire. Comme ça, vous en saurez encore plus, notamment sur l'état des lieux en France de ce phénomène. C'est vrai que c'est interpellant, c'est des chiffres qui soulèvent un certain nombre de questions, notamment sur ce 17% de managers, cette différence entre l'éco-anxiété ressentie dans les fonctions managériales par rapport aux fonctions qui ne le sont pas. C'est curieux.
moi, je serais contente d'en savoir plus aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que nous, dans nos différentes études, même si on n'est pas sur l'éco-anxiété de manière générale, sur la partie notamment santé mentale, on se rend compte qu'effectivement, les managers sont plus en difficulté que les collaborateurs qu'ils ont dans leurs équipes. Il y a vraiment un peu cette sensation sur la santé mentale de manière générale d'être un peu entre le marteau et l'enclume, on va dire ça comme ça, avec des injonctions contradictoires qui peuvent nourrir ce côté où on ne sait plus trop où aller, quels sont vraiment les sujets prioritaires, et en même temps ce sentiment de non-maîtrise qui est assez fort, avec aussi et de manière générale un peu une crise des vocations quand on parle de management. Ça, nous en saurons plus puisque nous sommes en train de faire une enquête auprès d'un échantillon représentatif de salariés français dont les résultats sortiront début janvier, où on leur demande aussi vraiment leur vision par rapport à ce rôle de management. Est-ce qu'ils en auraient envie ou pas, sous quelles conditions, parce qu'en fait, sans doute que quand on parle d'éco-anxiété, on parle aussi de la remise en doute du bien fondé de son métier, de son emploi. Et c'est vrai que la crise de sens d'un manager peut probablement jouer par rapport à ce qui est demandé d'un manager dans une entreprise ou une autre. Enfin, ce ne sont que des hypothèses. Je serai connectée le 15 octobre pour voir si Moodwork en a d'autres à nous partager. Entendu. Écoutez, merci à toutes et tous pour votre attention. Donc, on était ravis avec Sophie de pouvoir échanger sur ce sujet qui reste bien évidemment en cours de réflexion, qui sera amené à bouger, à être assez mouvant. On se retrouve le 15 octobre avec Moodwork sur ce sujet. Et puis, si vous voulez suivre nos interventions communes entre Great Place to Work et Littler, restez bien. Connectez-vous sur nos différents réseaux, vous verrez les communications passer et on sera ravis de vous retrouver. Donc, merci à toutes et tous, passez une excellente journée et à bientôt. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci Tiffaine. Au revoir.